Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à cette plateforme de la télévision Renaissance, c'est le rendez-vous du journal en français. Le journal que vous pouvez également consulter sur notre YouTube de la télé Renaissance. C'est ce jeudi que le Conseil de sécurité du Burundi a pris la décision de suspendre dans une période de 3 mois toutes les ONG internationales qui travaillent sur le sol burundais. Général de brigade Silas Ntigurirwa, qui a lu ce communiqué, précisé que cette mesure intervient pour contraindre ces organisations de se conformer à la loi. Suivez Général de brigade Silas Ntigurirwa. Après avoir analysé le fonctionnement des ONG œuvrant dans notre pays, le Conseil national de sécurité a constaté que la plupart d'entre elles ne se conforment ni à la loi, ni aux textes qui les régissent. Sur ce, le Conseil national de sécurité décide la suspension temporaire de toutes les activités de ces ONG pendant une période de 3 mois à dater du 1er octobre 2018 pour permettre aux institutions en charge de ces dernières de vérifier leur conformité avec la loi et le règlement en vigueur. Le redémarrage de leurs activités sera conditionné par la conformité à la nouvelle loi qui régit les ONG au Burundi. Le Conseil national de sécurité constate que la plupart des entreprises et coopératives qui exploitent et vendent les minerais se livrent à la fraude de ces minerais en violation de la loi en vigueur. Le Conseil national de sécurité prend la décision de suspendre toute activité de ces dernières pour une durée d'1 mois à partir du 1er octobre 2018 en vue de remettre l'ordre et la conformité à la loi dans ce secteur. Le Conseil national de sécurité recommande au ministère de l'hydraulique, énergie et mines de suivre scrupuleusement cette mesure. De plus, le Conseil demande à la police, l'administration et tout service habilité d'y apporter leur concours pour l'exécution effective de cette mesure. Et pour les professionnels des médias, ce n'est plus un secret pour personne. Le régime de Bujumbura veut profiter de l'argent qui passe par ces organisations pour soutenir la population burundaise dans la nouvelle structure de l'aide indirecte où le gouvernement n'a plus le contrôle. Bobo Rugurika lie cette situation à celui de la construction des monuments dans la province de Gitega en mémoire des Hutus de la crise de 1972 qui montre que la carte ethnique reste un choix privilégié du pouvoir de Nkurunziza. Suivez Bobo Rugurika, il est directeur de la radio RPR. Le régime burundais a fait passer une nouvelle loi au Parlement, c'était le 23 décembre 2017, une nouvelle loi sur les ONG internationales. Et cette loi était quelque part restrictive par rapport aux activités de ces ONG, parce que premièrement, la loi exigeait des nouvelles méthodes de gestion de ces fonds, notamment les devises de ces ONG, qui transitaient immédiatement à la Banque centrale. Ça veut dire que le régime s'est octroyé le droit de gérer, d'avoir la même mise sur l'argent de ces ONG. Alors, cela n'a pas beaucoup dérangé ces ONG parce qu'ils ont dit, après tout, nous sommes là, on va veiller à ce que cet argent ne soit pas détourné. Ils ont accepté de travailler dans cette atmosphère. Mais je pense que ce qui a créé une forte divergence, c'est une disposition qui oblige à ces ONG de travailler en fonction des équilibres ethniques, d'engager le personnel de ces ONG, excusez-moi, sur base ethnique. Donc, je me rappelle que du point de vue de ces ONG, elles disaient, écoute, demain ou après-demain, ce régime qui visiblement est impliqué dans la division profonde de la société, probablement que demain, ces pratiques peuvent aboutir à un génocide
nous, on ne voudrait pas être tenus responsables de ça, de cette collaboration. Et c'est dans ce cadre que ces ONG ont refusé de pratiquer le mapping ethnique dans le recrutement du personnel de ces ONG. Donc, cela a beaucoup irrité le régime de Nkurunziza, parce que surtout que Nkurunziza est dans la logique de mobiliser une ethnie contre une autre, parce que Nkurunziza, ayant échoué sur tous les plans, sur le plan du développement, sur le plan de la réconciliation nationale, Nkurunziza ne voit plus d'ici que de diviser la société burundaise. Donc, et dans ce sens, dans ce cadre, il est en train de chercher la sympathie de la communauté Hutu, au détriment, bien sûr, des Tutsis, parce que je dois dire que Nkurunziza n'a jamais été un rassembleur. Ces monuments qui sont en train d'être érigés un peu partout dans le pays pour dire que c'est des monuments en mémoire des victimes Hutus de 1972, au fait, ça entre dans la logique du président Nkurunziza et ça clique de diviser en fait, la société burundaise, de diviser profondément les Burundais sur base ethnique. Donc, Nkurunziza, ayant échoué sur tous les plans, aujourd'hui, il se cherche la sympathie des Hutus, il veut créer un chaos, je dirais, entre les différentes communautés ethniques du Burundi. Et dans ce cadre, je dois saluer pour la première fois au moins la sortie médiatique de l'ombudsman burundais qui était connu pour son zèle. Aujourd'hui, il sort de son silence pour dénoncer l'existence de ces monuments. Ça a été la même chose avec le président de la commission Vérité et Réconciliation, Monseigneur Jean-Louis, qui vient aussi de dire que ce que le régime est en train de faire via ces deux organisations de victimes Hutus est contraire à la loi qui met en place la CVR, en fait. Donc, c'est contraire même à la politique de réconciliation nationale. Mais il faut noter aussi que Nkurunziza, il s'en fout de tout ça. Donc, c'est pour vous dire que si aujourd'hui il est en train d'ériger ici et là des monuments, soi-disant en mémoire des victimes Hutus, c'est effectivement dans ce cadre de se créer une popularité au sein de cette ethnie qu'il croit majoritaire, effectivement. Donc, vous comprenez que Nkurunziza, dans son rêve, il voit des mobiles électoraux, il voit aussi des raisons qui peuvent l'aider à se maintenir au pouvoir. Et cette mesure est très surprenante, et surtout qu'elle a été prise par le Conseil de sécurité, alors que ces organisations a un organe qui lui a donné l'agrément. Maître Dieudonné Bachela Ishizé regrette que cette mesure vient pour empirer la situation déjà désastreuse. Selon lui, il pense que cette mesure est liée aux exigences du gouvernement du Burundi du respect des quotas ethniques. On l'écoute. Le gouvernement ne tolère pas le fait que les bailleurs de fonds qui, dans le temps, lui donnaient une aide directe, ont préféré faire passer ces aides à travers des organisations non gouvernementales qui sont en contact direct avec la population. Peut-être que le gouvernement a voulu arrêter ce système de financement qui, en définitive, vient à sacrifier la population qui fait face à une misère atroce. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que cette mesure intervient au lendemain des déclarations du Sénat qui disaient que les ONG doivent appliquer les quotas ethniques. Il n'est pas exclu que ce Conseil de sécurité, dans un élan propagandiste, ait voulu suspendre ces ONG pour que la réouverture soit conditionnée par l'application dans le recrutement du personnel de ces quotas ethniques. À ce propos, il est important de rappeler que l'accord d'Arusha, dans son premier protocole, chapitre 2, article 7.10, ceux qui ont négocié cet accord s'étaient convenus de dépolitiser aussi bien la fonction publique que d'autres emplois. Ils s'étaient convenus de mettre sur pied ou d'élire une loi portant distinction des postes politiques, des postes techniques. Et cette loi
a été adopté en date du 17 mars 2005 et dans son article 5.3, il est clairement stipulé que les postes techniques pour pouvoir recruter donc, les travailleurs qui sont de purs techniciens, qu'il faudra tenir compte exclusivement du mérite. Et les plus méritants se trouvent dans toutes les ethnies. Et ceci était aussi clair dans l'accord de partage de pouvoir de Pretoria du 6 août 2004. Il était énuméré les postes qui devraient connaître ce genre d'équilibrisme. C'est notamment l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Sénat, l'armée, donc l'armée, la police, le service de renseignement, l'administration, ainsi que les hautes fonctions de responsabilité dans les entreprises publiques. Toujours pour Maître Dieudonné Bachira Ishizé, qui indique que cette mesure viole un bon nombre des articles contenus dans l'accord d'Arusha pour ce qui est des institutions concernées par la mesure et des quotas ethniques. Encore une fois, écoutez. Il n'est nulle part stipulé que dans des ONG qui ont recruté sur base du mérite, on vienne leur imposer des quotas alors qu'ils ne font qu'un travail éminemment technique. Donc, il est très difficile de comprendre la logique du CNDD-FDD. Lorsque l'accord demande l'application de ces quotas au niveau des services de renseignement, ils ne le font pas. Vous avez vu le rapport d'APRODH qui montre qu'au niveau des services de renseignement, une seule ethnie occupe plus de 90% de postes. Et au niveau de l'armée et de la police, ces équilibres ne sont plus respectés non plus. Mais curieusement, lorsqu'il s'agit des ONG qui n'ont besoin que de la compétence pour mieux accomplir leurs tâches, et par volonté de plaire peut-être à telle ou telle autre ethnie, par souci de propagande, ils viennent mettre du désordre dans ces organisations non gouvernementales. C'est une mesure qui montre une fuite en avant, une fuite en avant qui est constante de la part d'un gouvernement qui apparemment prend des mesures dans la précipitation et sans s'interroger sur l'impact que ça pourra avoir sur la population, sur les familles qui vivaient de leur travail au sein de ces organisations-là. Lorsqu'un peuple a déjà goûté à la liberté, à la démocratie, comme c'est le cas pour les Burundais entre 2005 et 2015, il est très difficile d'asservir cette même population. Donc, tôt ou tard, cette lutte entre une élite déconnectée et le peuple finira par déboucher sur la victoire du peuple burundais. Donc, tôt ou tard, ce gouvernement qui ne cesse de prendre des mesures impopulaires, qui montrent que de leur côté, ils se fourvoient dans un luxe monstrueux. Et au moment où la population croupit dans une misère sans nom, je ne pense pas que cela puisse continuer pour longtemps. Il arrive des moments où la population se sent le dos face au mur et n'a plus d'autre choix que de refuser cette oppression. Et la décision du gouvernement burundais de suspendre les ONG internationales s'inscrit dans la logique de refuser toutes les critiques indépendantes et cela aura un impact sur la population. C'est l'avis de Nicolas Augustini qui représente l'ONG Defendaz. Selon lui, ces ONG fournissaient des services. Suivez Nicolas Augustini, il y répondait aux questions de notre confrère de la radio Inzamba, Désiré Hatungiman.
Bien, je crois que cette décision s'inscrit dans la lignée des décisions précédentes du gouvernement burundais qui refuse toute voie critique ou indépendante dans le pays. Mais là, cette décision va avoir un impact sur la population, tout simplement parce qu'elle vise des ONG qui fournissent des services et qui pallient les carences de l'État. Donc c'est une décision malheureuse qui ne peut être que condamnée. Je ne vois pas tellement ce que le gouvernement burundais a à y gagner, si ce n'est de poursuivre dans une logique de fuite en avant avec une suspicion généralisée et cette idée qu'il y a des ennemis partout. Je pense que c'est un châtiment collectif qui est infligé non seulement à la population burundaise, mais aussi à ces ONG dont certaines, encore une fois, fournissent des services et ne font pas de plaidoyer, notamment en faveur des droits de l'homme. Plusieurs de ces ONG sont d'origine de l'Union européenne. Y a-t-il une liaison avec la décision, avec la résolution du Conseil des droits de l'homme? C'est possible qu'il y ait un lien, puisque le Burundi, encore une fois, aujourd'hui à Genève, a dénoncé un soi-disant complot de l'Union européenne et de puissances étrangères, ce qui inclut de leur perspective le Rwanda, mais aussi des ONG nationales, régionales et internationales qui ont conduit un plaidoyer en faveur du renouvellement du mandat de la commission d'enquête des Nations Unies. Donc c'est possible qu'il y ait un lien, puisque on est encore une fois, toujours et malheureusement, et on ne voit pas comment en sortir. Ma deuxième question concerne la résolution. Pensez-vous que la résolution qui vient d'être adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies peut contraindre le pouvoir de Bujumbura de changer de cap? Alors cette résolution a été adoptée à une très large majorité et 23 voix pour et seulement 7 contre, avec la plupart des États africains s'abstenant, ce qui est en soi un signal très fort que le gouvernement burundais est totalement isolé. Pour être tout à fait honnête, nous n'espérons plus que le gouvernement burundais change de cap parce qu'il est complètement isolé et qu'il n'écoute plus rien. Mais en tout cas, cette résolution est très importante pour permettre à la commission d'enquête de continuer son travail, de documenter les crimes et de transmettre des dossiers qui pourront servir de base aux dossiers pénaux devant la Cour pénale internationale. Avez-vous espoir qu'un jour les dirigeants burundais seront traduits en justice suite à ces résolutions qui sont votées? Nous espérons, nous souhaitons en premier lieu la paix, bien sûr, et la stabilité, mais l'expérience et l'histoire montrent que cette paix ne peut pas être garantie sans reddition de comptes pour les graves violations qui ont été commises, dont certaines, encore une fois, ont été qualifiées de crimes contre l'humanité. Donc nous espérons en effet que les plus hauts responsables du régime, dont le président Pierre Nkurunziza lui-même, soit un jour traduit devant la justice. Et comme la justice burundaise n'est pas capable, ou en tout cas ne veut pas exercer les fonctions de manière indépendante, l'option c'est la Cour pénale internationale. Continuons ce journal et la police burundaise a exhibé un certain Daïssa Badisma ce jeudi comme le vrai commanditaire de l'attaque de Ruhagarika en mai dernier. Une attaque qui a emporté plus de 20 personnes, les enfants comme les adultes. À travers son témoignage, il indique que cette attaque a été menée par le groupe rebelle d'Alex Senduhije Red Tabara et qu'il est également impliqué dans l'attaque récemment menée sur la frontière burundo-congolaise. Cependant, il est difficile de croire à ce énième montage des pouvoirs de Nkurunziza qui vise à se couvrir pour les crimes qu'il ne cesse de commettre contre la population civile. Bob Rugurika, directeur de la RPA, rappelle d'autres montages qui n'ont pas pu tenir, comme celui de l'assassinat des sœurs italiennes ou un paysan de l'Est du Rwanda qui a été utilisé pour dire qu'il est de l'armée rwandaise qui voulait attaquer le Burundi. Bob Rugurika. C'est vrai que hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur les médias burundais, un homme qui se présente comme un combattant du mouvement Red Tabara, effectivement qui revendique au nom de son mouvement l'attaque qui a fait des victimes au sein de la population à Ruhagarika en province Cibitoke. Je l'ai entendu effectivement reconnaître que l'attaque aussi qui a été perpétrée tout récemment sur la frontière burundo-congolaise à Gatumba. Et donc tout ça, cet homme, il a mis sur le dos du mouvement Red Tabara. Donc pour moi, c'était sans surprise parce que le régime burundais
il se ridiculise de plus en plus avec ce genre d'exhibition, ce genre de montage. Parce que, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, le même régime burundais a exhibé, comme l'a fait hier, un homme qu'ils ont présenté comme un militaire rwandais, qui connaît, et d'ailleurs qui a relaté sur la voie devant la presse, qui a relaté comment son pays ou bien son armée était impliquée dans un plan de déstabilisation du Burundi. Mais quand la presse a fouillé dans le passé de cet homme, quand la presse a voulu savoir qui est cet homme, mais les résultats c'était tout à fait autre. C'était le contraire de ce que le régime burundais avançait. Le militaire que le régime burundais présentait, finalement a été découvert comme étant un simple bandit, un délinquant, un voyou qui a même fui chez ses parents, je pense que c'est au sud du Rwanda, à l'est, je pense, oui. Donc, nous avons constaté que finalement, cet homme, c'était un bandit de grand chemin, un voyou, un délinquant qui est connu pour être impliqué dans un vol du bétail. Donc, je me rappelle même que son père a déclaré, même sur nos médias, quand on était en train de chercher qui est cet homme, son père a déclaré sur nos ondes que son fils était un voleur de chèvres et que d'ailleurs il s'est volatilisé après avoir volé des chèvres de ses frères et sœurs. Donc, vous comprenez que tout récemment, le régime avait présenté un homme qui avait un handicap mental, le présentant comme le bourreau des 3 sœurs italiennes. Vous vous rappelez, au moment où nous, on était en train de publier des résultats d'enquête qui montraient que le régime est complètement impliqué dans l'assassinat de ces 3 sœurs, quand on était en train de démontrer que c'est les services de renseignement de Nkurunziza qui ont assassiné les 3 sœurs, le régime nous a présenté un homme totalement fou. Le régime, plus tard, d'ailleurs presque une année après, le régime s'est fabriqué d'autres auteurs parmi les jeunes manifestants. Ils nous ont présenté cette fois-ci la deuxième version en présentant des jeunes qui disent c'est nous qui avons assassiné les sœurs, on était sur commande dans l'homme politique de l'opposition. Mais il n'y a pas quelques mois, je viens d'apprendre que même ces jeunes ont été libérés. Finalement, vous comprenez que le régime Nkurunziza joue avec tout le monde. Le régime Nkurunziza se comporte comme des grands enfants. Dans leur montage, ils ne parviennent même pas à bien structurer leur montage. Donc, ce qui conclut qu'il est difficile de croire en les propos, en ce que ce régime dit aux gens, parce que c'est un régime qui est connu pour vraiment de purs montages et surtout des montages même pas bien structurés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la prochaine.